Même si les designers savent bien sûr être très stratégiques, je pense qu'on a besoin du product trio à minima pour arriver à bien traiter tous les sujets. Et pour moi, le product trio, oui, fait aussi partie des choses d'avenir, je pense, pour Saint-Gobain en particulier, où on n'a pas encore complètement calé cette dynamique. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant 1 heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Cantonloga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous. Benoît, merci de nous accorder un peu de temps, de m'accorder un petit peu de temps à titre personnel aujourd'hui. Du coup, tu es responsable du design chez Saint-Gobain. On travaille ensemble, je ne veux pas faire de spoiler, sur la mise en place de la culture, des démarches produits chez Saint-Gobain. Et ça m'a intéressé, vu que tu es extrêmement moteur sur ce plan-là, d'avoir ton retour d'expérience, les sujets, les problématiques du moment, sur comment on déploie une démarche produit chez Saint-Gobain, qu'est-ce que c'est, les limites, les forces, et comment le design s'intègre dans tout ça. Du coup, Benoît, pour démarrer cet échange, ce que je vais te proposer, c'est tout simplement de te présenter. Alors, je suis Benoît Drouillard, ça fait maintenant une vingtaine d'années que je suis designer, je suis littéraire de formation. J'aime bien le préciser parce que c'est vrai que les parcours en design où on a été designer de formation, c'est plus très rare aujourd'hui, mais voilà, ces métiers ont émergé à la fin des années 90. Et moi, j'ai la chance d'avoir pu l'exercer dans différents contextes, puisque j'ai travaillé en agence, j'ai été freelance, j'ai dirigé des associations de design, j'ai pu travailler aussi dans 2 startups, et puis je suis arrivé chez Saint-Gobain en janvier 2023 pour prendre la tête d'une équipe de designers qui travaille chez GDI, donc GDI chez Saint-Gobain, c'est Groupe Digital and IT. Voilà. Ok, pour qu'on comprenne bien, aujourd'hui à la fois, toi, peut-être ton objectif personnel ou global avec l'entreprise sur la partie design, quel est-il et qu'est-ce que c'est le design chez Saint-Gobain? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le scope, les compétences, voilà, ce que vous faites sans révéler de secret, mais voilà, qu'on arrive à interpréter un petit peu ce que ça veut dire. Alors, l'objectif du design chez Saint-Gobain, il est très simple, hein, c'est d'être d'abord au service des business et de faire en sorte de les accompagner dans le déploiement d'expériences utilisateurs qui soient optimisées, qui soient meilleures, d'accompagner ça bien entendu avec la tech, avec le product management également, qui est en train progressivement de se mettre en place. En réalité, on n'a pas de scope très défini, parce qu'il y a plusieurs types de design chez Saint-Gobain. Il y a des designers qui travaillent à la R&D, il y a des designers qui travaillent dans des business, il y a des designers qui travaillent à la distribution, par exemple chez Point P, CDO, toutes ces enseignes. Et d'ailleurs, c'est une très bonne nouvelle que le design soit un peu protéiforme chez Saint-Gobain. Nous, on travaille essentiellement sur les interfaces numériques, hein, et on peut travailler aussi bien sur des applications industrielles que sur des sites e-commerce, que sur des applications métiers, des intranets, des sites web de marques. Donc, ça fait vraiment je dirais une diversité de sujets qui peuvent être adressés par mon équipe. Et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir en fait avoir ce positionnement un peu variable en fonction des besoins qu'on a en interne. Super, t'évoquais du coup une organisation multiple hein, là-dessus, ce qui est normal
à l'échelle d'un grand compte. Tu évoquais les marques de distribution. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à avoir un partage de pratiques? Est-ce que vous arrivez à animer une vision design commune ou c'est pas l'enjeu actuellement? Alors si, c'est complètement l'enjeu. Je pense qu'on est assez tous convaincus qu'il y a une vraie richesse à trouver de cette diversité des pratiques de design dans le groupe. D'accord. Et on commence effectivement à mettre en place la communauté de partage. Donc il y avait déjà quelques initiatives qui existaient avant mon arrivée. Et ça, on va continuer notamment avec Cathy Cotelon, qui est en fait la design manager côté R&D de Saint-Gobain, qui est basée à Aubervilliers. Moi, je suis dans une fonction centrale, mais on a des designers qui sont dans des fonctions business, et c'est très intéressant de voir aussi cette différence entre nos modes d'intervention, la place qu'on peut avoir dans l'organisation, et le fait d'avoir plein de petits hubs comme ça de design. On trouve que c'est finalement une bonne façon d'essaimer le design plutôt que d'essayer de faire rayonner une fonction centrale ou d'avoir une approche un peu plus top-down en fait. Ok, très clair. Et du coup, par rapport à ça, donc gros environnement, beaucoup de produits, tu évoquais aussi beaucoup de parties prenantes. Et je trouve que c'est un peu la richesse du design à titre personnel, mais aussi la difficulté, c'est d'opérer avec des équipes tech, des équipes produits, mais j'ai aussi beaucoup de stakeholders, à la fois métier et business, qui interviennent dans les prises de décision. Comment tu vois les choses? Comment vous arrivez à opérer efficacement, peut-être à l'intérieur des équipes produits dans un premier temps, et ma question sera dans un deuxième temps, à l'extérieur des équipes produits, justement, avec toute cette richesse, mais qui est aussi pas une contrainte, mais une difficulté, j'imagine, un challenge d'embarquer tout le monde et sur ces aspects-là. C'est vrai que le mode produit, nous ne l'avons pas aujourd'hui sur l'ensemble des périmètres, hein, puisque c'est plus l'objet d'une transformation finalement que fait le groupe, que font les équipes digitales chez Saint-Gobain. L'année dernière, on a mené une quarantaine de projets pour 7 pays différents, juste pour donner un ordre d'idée un peu de la surface couverte par juste notre offre de service à nous. Et si on ajoute les autres collègues designers des autres départements, évidemment, c'est beaucoup plus. Parfois, on peut avoir aussi des clients en commun. Ça nous arrive. Euh, sur je dirais, ce périmètre assez élargi, on a généralement des modes d'intervention, c'est soit projet, soit produit. Produit, je dirais qu'aujourd'hui, on a essentiellement, allez, peut-être 2 ou 3 projets qui commencent à être vraiment bien en mode produit, et on a des interventions aussi plus en mode projet, avec un début, une fin, voilà, des missions assez classiques comme ce qu'on peut connaître voilà, dans la prestation de services en design. Mais pour l'approche produit, on travaille beaucoup d'ailleurs avec des product owners. Peut-être d'ailleurs que finalement l'intitulé de cette fonction ne reflète pas exactement ce que font les collègues, parce que elles ont pas mal d'influence sur les roadmaps, et elles font pas que du delivery, c'est ce que je veux dire. Parce qu'on pourrait croire aussi que quand on commence une démarche comme le product management, on va avoir beaucoup un focus quand même sur du delivery, et en fait c'est pas le cas, parce que elles sont vraiment capables, je dis elles parce que je pense en l'occurrence à 2 collègues femmes, Kavita et Marie-Pia, et elles sont vraiment en capacité de formuler la vision produit, parce que c'est ça finalement, quand on passe dans le mode product management, il y a tout cet aspect cycle de vie du produit qu'elle gère très très bien, avec des roadmaps, avec la vision produit. Et je pense qu'il y a un aspect aussi qui est très intéressant, et c'est là où on trouve l'articulation avec le design, c'est tout ce qui est product discovery, qu'elles ont su vraiment très très bien adapter. Elles ont des produits qui sont très différents. Pour l'une, c'est un configurateur de vitrage. Pour l'autre, c'est un
plus un périmètre applicatif qui est très centré sur le digital manufacturing, c'est-à-dire la digitalisation des usines, hein, donc ce sont surtout des outils métiers. Et dans cette complexité fonctionnelle qu'elles ont à gérer, c'est vrai que elles ont su très tôt détecter que la product discovery avait un vrai intérêt à être menée avec des designers. Voilà. C'est ça que je trouve assez frappant. Et je l'avais constaté dans d'autres expériences que la product discovery, c'était aussi un peu un enjeu d'influence et une façon de remonter stratégiquement sur des sujets. Mais on l'a fait très humblement ensemble au départ. Hein. C'est basiquement mener des entretiens utilisateurs, commencer à tester un peu des choses, etc. Et en fait, de fil en aiguille, on monte des études qui sont de plus en plus sophistiquées, poussées. Et là, dernièrement, par exemple, Pierrick, qui travaille dans mon équipe, a fait une étude quantitative pour le produit de Maripia qui s'appelle Calumen. Et c'est une très belle réussite, je trouve, parce que ces études quantitatives, elles sont pas forcément toujours aisées à mener. Et le produit doit aussi avoir la capacité à s'appuyer sur de la data pour de la décision. Donc, ça permet de bien reboucler sur ces enjeux de product management. Donc, il y a vraiment un renvoi qui est très intéressant entre les deux, je trouve. Ouais, oh, tu m'as parlé plein de choses, je vais avoir plein de questions sur tout ce que tu m'as dit. Peut-être la question fondamentale là qui me vient, tu as parlé de mode hybride, de transformation, projet, produit. Est-ce que le mode projet et le mode produit, selon toi, ça peut vivre ensemble? C'est opposable? Est-ce que l'un est plus adapté à un sujet par rapport à l'autre? Voilà, j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus. En fait, je pense qu'il y a des situations qui se prêtent à avoir des modes projet, d'autres Mhm. qui se prêtent mieux à avoir un mode produit. Moi, je les opposerai pas du tout parce que c'est très utile parfois d'avoir des projets qui ont un début, une fin. On n'est pas dans le cycle de vie d'une application ou on va dire d'un objet digital. On intervient et ensuite je dirais, on peut passer voilà à d'autres activités. Mais vraiment, je les opposerai pas parce que et je pense que on pouvait fonctionner aussi de cette manière quand j'étais Mhm. en start-up, que ça soit chez Botify ou Drive, Mhm. pour citer les deux entreprises Pour lesquels tu avec travaillais? lesquelles voilà, j'ai travaillé 5 ans en tout. Et quelquefois, il y a des sujets qui peuvent être résolus en mode projet. Et il faut savoir choisir quelle va être finalement la meilleure approche. Et l'objectif n'est pas de venir plaquer une méthodo ou une philosophie en fait sur le produit ou sur le projet, mais plutôt de essayer de rechallenger à chaque fois ce qui est mieux en fait dans la situation, parce que Mhm. c'est des démarches qui sont très contextuelles, je trouve. Enquête, Comme le design ouais, d'ailleurs. bien sûr. Voilà. Non, mais ça c'est clair et je pense que c'est bien étudié en effet face à chaque produit, chaque contexte. Qu'est-ce qu'on applique et comment on l'opère. Je suis content de t'entendre dire ça et je sais que c'est un gros sujet qu'on mène ensemble, que c'est une véritable transformation. Dans le bon sens du terme, il faut l'assumer. C'est pas rien d'adopter du mode produit à l'échelle d'une organisation comme Saint-Gobain. On en parlait beaucoup. Vous êtes une entreprise très globalisée, à la fois en termes de marque que en termes de territoire. Je pense qu'il y a un défi dans l'approche produit et je pense qu'il n'y a pas de vraie définition là-dessus, mais je veux vraiment avoir ton opinion entre la gestion globale et l'adaptabilité locale des produits. Et je pense que c'est un énorme challenge sur le volet design. Voilà, c'est quoi ton opinion? Comment vous œuvrez là-dessus? Comment tu vois les choses justement d'un point de vue stratégique? Alors il y a effectivement donc Saint-Gobain est présent dans plus de 75 pays. Nous, on a travaillé l'équipe design avec 7 pays. On commence à travailler pas mal avec le Royaume-Uni, avec les États-Unis. Bon, beaucoup quand même avec les pays anglo-saxons parce qu'il y a aussi une explication je dirais, d'avancement dans l'intégration du design sur les projets. Mais c'est vrai que certaines des applications sur lesquelles on a travaillé, je pense par exemple à un module qualité pour les chaînes de production déployé dans une quarantaine de pays.
les utilisateurs qui se trouvent en Inde versus les utilisateurs qui sont en Roumanie, aux États-Unis ou en Afrique du Sud, à mon avis, n'ont pas les mêmes besoins. Et ça, c'est de toute façon un fait à la fois culturel et organisationnel. Et donc, ça implique, par exemple, des protocoles de test qui sont un petit peu plus solides pour avoir cette représentativité, finalement, des différentes cultures. Je pense aussi, par ailleurs, en toute humilité, qu'on est vraiment qu'au début du traitement culturel, de la discovery, de la recherche, du design des interfaces, pour qu'ils soient vraiment multifacettes en termes de culture. C'est quelque chose, je pense, dans le groupe où il y a une véritable conscience de tout ça. On ne sait pas encore très bien comment gérer tous les aspects en fait de ce côté très étendu géographiquement avec des déploiements qui sont vraiment à très large échelle parce que bon il y aurait une tendance naturelle qui voudrait dire que on fait un outil pour tous et les gens doivent finalement s'adapter à l'outil qui est proposé, voilà, quel que soit son business, sa culture, etc. Parce qu'il y a je dirais, il y a des différences culturelles, mais il y a aussi des différences de la manière dont sont configurés les sites industriels et le, les process, par Ils sont exemple, différents, le métier. peuvent être Ouais, différents bien sûr. d'une usine à l'autre, alors qu'elles travaillent sur des produits qui peuvent être similaires. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver, même si évidemment, avec tout ce qui est Vous essayez voilà, d'homogénéiser, j'imagine, aussi les opérations. WCM, etc., on essaye d'homogénéiser des pratiques, mais je pense qu'une grande force, ça peut être justement cette prise en compte de la différence culturelle. Il y a des très bonnes études qui ont été faites sur le design là-dessus, même en sociologie des usages, et moi, ça m'intéresserait beaucoup de développer aussi cet aspect un peu étude sur la sociologie des usages dans l'organisation pour voir comment on peut être pertinent, aussi pertinent pour l'Inde que pour la Roumanie ou des pays anglo-saxons, parce que il y aura forcément, je pense aussi, le produit nous permettra d'avoir une dimension de personnalisation aussi dans les produits un jour. Voilà. Très chouette. Maintenant, je vais te parler aussi de la place du product design. Malheureusement, j'entends encore trop souvent le design, ça sert à mettre un coup de pinceau. Le fameux cliché, je pense que tu as déjà dû entendre pas mal de fois, ou quand tu discutes peut-être à titre un peu plus privé sur le travail. Ta vision du product design aujourd'hui, comment ça s'insère dans une démarche produit? Quel est le rôle d'un product designer dans une équipe produit? Comment tu vois ça? Tu nous as beaucoup aussi évoqué, on a touché du doigt la discovery, la partie user research. Moi, j'aimerais t'entendre de comment on partage les rôles efficacement pour opérer et quelle place joue réellement le product design dans tout ça. Alors, c'est vrai que le product design a fait déjà beaucoup de chemin. Je pense que le fait aussi qu'on ait en France une French Tech qui ait pris autant d'importance a facilité beaucoup l'intégration du design. J'ai mené il y a quelque temps une étude sur l'intégration du design dans les startups de la French Tech pour le Conseil national du design dont j'ai fait partie. Et il faut dire que oui, bien sûr, par exemple, les startups sont beaucoup plus avancées dans leur intégration du design que les grands groupes, même si c'est quelque chose qui change, parce qu'on a des très belles entreprises industrielles en France, pas que Saint-Gobain, bien entendu, qui s'appuient sur des équipes importantes de design, chez Air Liquide, chez Schneider Electric, pour ne citer que des plus connus. Et je pense que le rôle du design, même si nous, on opère à petite échelle par rapport à la taille du groupe Saint-Gobain, qui compte plus de 160 000 collaborateurs. Donc on est dilué dans un monde d'ingénieurs quand même. Il faut quand même aussi rappeler la réalité. Voilà, même si ce qu'on fait cherche à atteindre un niveau qualitatif très bon, la réalité c'est que on est quand même plus dans un monde qui est orienté par la technologie, quoi. Mais je pense qu'il y a aussi une vraie conscience chez le top management de Saint-Gobain que cette approche qualitative qu'est le design peut apporter une différenciation
peut apporter un avantage compétitif, peut apporter, voilà. Je pense que la conscience est très grande de ça, et donc à partir de là, nous, notre rôle est aussi mais exactement comme la démarche du product management, de venir dérisquer en fait des développements, parce qu'on ne veut pas investir sur des produits où au final on va jeter la moitié des fonctionnalités. Ah, Donc bien le sûr. design permet D'éviter le ça, gâchis aussi, ouais. d'éviter le gâchis, permet de remettre en contexte les usages, ce qu'on appelle les user requirements, c'est-à-dire les attentes, les besoins, les caractéristiques des gens qui vont utiliser. Donc vraiment d'avoir cette approche plus user-centric qui est aussi qui Au fait cœur du jeu. partie, voilà, qui fait partie de l'ADN du produit. Donc tout ça, c'est notre rôle, mais en même temps, ce que je trouve très bien chez Saint-Gobain, c'est la liberté aussi quand même sur le périmètre d'action du design, parce qu'on est aussi, tu disais tout à l'heure que on voit souvent le design comme venant mettre un coup de peinture sur les interfaces. Chez Saint-Gobain, j'ai le sentiment que ça n'est pas ce qui est attendu de nous. Les gens, Chouette. les gens attendent autre chose de nous, et même si parfois les objectifs de l'expérience utilisateur peuvent paraître un petit peu flous en termes de contours, ils savent que c'est l'amélioration de la performance, ils savent que c'est l'amélioration de l'utilisabilité, ils savent que c'est une meilleure satisfaction sur l'usage du produit, ils savent que c'est de l'adoption aussi, parce qu'il n'y a rien de pire que de faire des produits qui ne sont pas adoptés par leurs utilisateurs. Et je pense que tout ça est quand même assez bien intégré dans les attentes qu'il y a vis-à-vis du design chez Saint-Gobain. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour nous, par exemple, vendre de la discovery à nos business internes, c'est une tâche relativement facile, et que le product management peut venir aussi s'immiscer dedans, parce que ce n'est pas que du delivery qui est attendu, on nous demande aussi beaucoup de conseillers, parce que quelquefois on peut avoir des projets où il y a de l'innovation, des terrains un peu à défricher qui peuvent être assez nouveaux, et les gens ont vraiment des attentes par rapport à ça, mais un peu comme quand j'étais moi-même en agence, et que nos clients attendaient qu'on leur montre un peu la direction, ce qu'il fallait faire, etc. Donc il y a un côté très agréable aussi à ça. Donc je dirais que on rencontre pas du tout de problèmes sur la compréhension des apports du design chez Saint-Gobain. Ok, super clair. Et c'est chouette pour le coup à entendre. Tu disais, dans tes backgrounds, tu as fait beaucoup de enfin, tu as fait quelques startups, tu as été freelance, tu as été en agence. C'est quoi les spécificités de faire du product management dans un grand groupe? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui est fait différemment? Pourquoi, voilà, aussi preneur de ton œil, je trouve que c'est intéressant, ta richesse de parcours pour ça, de voir un peu ce qui change suivant ce que tu as vécu. Et voilà, si demain on opère en grand compte, ben, selon toi, quels sont les prérequis à avoir en tête? Absolument. Alors, bah, j'ai travaillé donc dans deux startups, une qui était assez mature sur son approche du produit, et une où la mise en place du product management avait été plus compliquée, Hmm. parce qu'il y avait vraiment à la fois une prédominance de la tech et un univers sales aussi qui Très fort. qui était très fort, mais qui avait fait Hmm. aussi le succès de l'entreprise, Bien hein. sûr. Et pour moi, c'est pas du tout une critique ou un point négatif. Je pense que c'était même plutôt Une force, une ouais. des grandes forces. Hmm. Donc, ces pratiques dans les startups, je disais, elles peuvent se faire à des échelles de temps qui sont plutôt raisonnables, quoi. On va dire, c'est des cycles de 2 ou 3 ans. Je pense par exemple pour Botify, qui est une startup où le product management est très très mature, avec des process très structurés,
une collaboration très avancée déjà entre designer, PM, tech, hein, ce qu'on appelle le product trio. Ouais. Voilà, le fameux product trio. Ça, par exemple, dans le grand groupe, ça n'est pas quelque chose qui émerge de manière aussi spontanée. Ouais, c'est plus complexe. C'est plus complexe à mettre en place parce que les équipes sont aussi un petit peu plus dispatchées. Plus grosses équipes, peut-être. Voilà, il y a la taille des équipes aussi. Je me souviens que chez Botify, par exemple, l'équipe produit, c'était une dizaine de personnes. Les designers, au début, on était 5 ou 6. Donc, c'est au total sur une équipe de 20 personnes, ou quand on a 50 développeurs, bon, les interactions sont plus faciles. les interactions sont plus faciles, les gens sont peut-être aussi, les gens sont plus directement accessibles, alors que dans une organisation très très vaste comme celle de Saint-Gobain, Digital Solutions par exemple, c'est déjà une centaine de personnes, voilà. Et je crois qu'à la tour, GDI représente à peu près 500 personnes. Et c'est beaucoup plus, je crois que c'est à peu près 4 fois plus si on prend la mesure globale. Donc c'est moins facile de connaître exactement tous les collègues. Et moi, même au bout d'un an et demi, il y a encore des collègues que je découvre. Euh, et je ne savais pas, par exemple, on parlait tout à l'heure de la data, qu'on a des équipes qui travaillent sur la generative AI, qui font un super boulot là-dessus. Je ne savais pas qu'on avait par exemple, autant d'expertise sur ces sujets. Donc il y a énormément de potentiel pour créer des projets ensemble. D'ailleurs, dernièrement, on a soumis des cas d'usage pour des projets d'innovation et on a eu vraiment des réponses et des échanges qui étaient vraiment super stimulants. Mais pour transformer ça vraiment en démarche produit, il y a un peu plus d'efforts à faire parce que ils vont être moins focus, je dirais, sur un ou deux sujets. Ils sont un peu un hub qui doit adresser tout un ensemble de sujets pour le groupe qui est très très large en fait. Et comme il y a une démultiplication des problématiques, des applications, des sujets, ça devient très difficile en fait aussi de pouvoir adresser tout un champ des possibles. Alors qu'une startup, elle sait qu'elle doit vraiment être focus sur sa mission, sur sa vision produit, sauf que nous, on n'a pas une, mais plein de visions pour plein de produits différents en réalité. Voilà. Je dirais que c'est ça qui est vraiment frappant dans le grand groupe, c'est l'ouverture du champ des possibles, même si on a une stratégie digitale hein, et que cette transformation digitale de Saint-Gobain, elle est vraiment pilotée, orientée. On a le sentiment aussi parfois de pas d'ouvrir une boîte de Pandore, mais d'avoir des possibilités tellement infinies que c'est très difficile à rationaliser en fait. C'est ce qu'on fait hein, au final, mais euh, y a vraiment beaucoup de, je dirais, d'arbitrage à réaliser en fait. Ok, chouette, tu as beaucoup parlé de Discovery et ça m'intéresse de creuser. C'est quoi la Discovery à la Saint-Gobain, ou en tout cas comme tu essaies de l'instituer, c'est quoi une démarche de Discovery chez vous, si tu peux nous expliquer dans les grandes lignes? Et peut-être ce qui va m'intéresser aussi de savoir, c'est ta vision, parce qu'il y a un gros débat de praticiens du product. Je pense que la réponse n'est pas évidente, mais est-ce que c'est qu'une phase initiale? Est-ce que ça vaut le coup et pourquoi de faire de la Discovery en continu? T'as une opinion là-dessus? Alors ouais, j'ai même un peu d'expérience là-dessus parce que chez Botify, on faisait de la continuous discovery et c'était une excellente chose. Là-dessus, le produit, ça venait vraiment du produit, hein, pour être tout à fait honnête. Et je pense c'était tout à fait visionnaire sur cet aspect parce que ça marche vraiment. Moi, je suis pas du tout convaincu que la discovery, c'est un truc qu'on fait au début et puis qu'on oublie après. L'aspect continu de la chose, je pense, renforce vraiment les bénéfices de la discovery et la manière dont on fait de la discovery chez Saint-Gobain.
Alors comme nous, en fait, on a une offre de service, l'équipe design a une offre de service qu'on a un petit peu Packagé. packagée, voilà, pour la Pour rendre qu'ils comprennent, voilà, pour les plus achats. accessible à nos business, parce que parfois on est sur des choses un peu pointues et on veut pas avoir non plus la posture d'expert qui en fume. C'est pas du Ouais, tout le, la c'est pas, philosophie. ouais, c'est pas du tout la philosophie, c'est pas du tout l'objet. D'ailleurs, on aime bien embarquer nos clients internes dans les entretiens, dans les phases de test. Ils participent avec nous, ils sont plus en shadowing. Parfois aussi, ils nous aident à répondre à des questions, s'il y a des questions Hmm. fonctionnelles ou techniques qui sont complexes. Ça s'est passé par exemple pour Eurocoustic. Nous, on n'est pas les spécialistes des plafonds, donc c'est hyper pertinent d'avoir notre cliente du marketing Ouais. capable Comme, aussi de rebondir sur des interrogations, voilà, du client ou de l'utilisateur, parce que nous, on ne saura pas répondre tout ça. hmm. Voilà, donc je pense que il faut, moi, la vision que j'ai de la discovery, c'est que c'est comme une démarche qui est assez ouverte, dans le sens où elle inclut aussi les parties prenantes à l'intérieur. Les parties prenantes nous aident à définir les objectifs. Donc, ce package en fait de discovery, on a des activités types que sont par exemple les entretiens semi-structurés. On peut être amené à faire du test, on peut être amené à faire des tri par carte, Hmm. mais c'est toujours à géométrie variable et en fait, bien que la démarche soit packagée, on essaye de la personnaliser le plus possible au projet et d'adapter un petit peu des process de discovery ou des roadmaps de discovery qui collent vraiment aux attentes de nos business et à leurs objectifs parce que en fait si on fait de la discovery pour faire de la discovery on risque pas tout à fait de bien remplir les objectifs. D'ailleurs, ça nous arrive très souvent qu'en cours de discovery, on va changer notre fusil d'épaule pour adapter la démarche en cours de route parce que on s'est rendu compte que d'après l'orientation qui est prise, peut-être c'est pas pertinent de tester à tel moment, etc. et d'attendre. Et donc on peut proposer aussi parfois un peu des chemins alternatifs à ce Hmm. qu'on pourrait faire dans des discoveries très très classiques où on va dérouler, allez, entretien, persona, user journey map, etc. C'est pas forcément je dirais, les livrables incontournables. Parfois, on peut avoir besoin de complètement autre chose et donc on essaie le plus possible de l'inventer en le faisant. Voilà. Ok, très clair. Ma petite question de la fin et que j'adore, que je pose souvent, c'est ta vision du design pour l'avenir, pour demain, du product design. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que aussi tu vois des évolutions des démarches produits, de la culture produit? Voilà, quels sont pour toi les grands impacts, que tu vois émerger, les signaux faibles là-dessus? Bon, il y a des signaux qui sont assez évidents, comme la generative AI. On a, nous, par exemple, Saint-Gobain, des projets sur ces sujets, parce que cette generative AI peut nous aider à traiter des gros volumes de données. Et je pense que d'ailleurs, c'est ce qui aidera aussi à faire mûrir sur l'approche plus quantitative des Ouais, études ouais. parce que c'est très compliqué de traiter des gros volumes de données manuellement. Donc ça peut avoir un véritable intérêt. Mais vraiment des choses qui fassent sens, pas juste pour la tendance de la generative AI actuelle. Il y a des sujets donc de data, hein, forcément. Je pense qu'il y a des sujets qui sont liés également à la cybersécurité. Je pense que la cybersécurité pour le design est un terrain d'intervention qui est très important. C'est très difficile. Vous savez, Saint-Gobain met beaucoup l'accent sur la cybersécurité Hmm. puisqu'on a eu une attaque importante en 2017 et la cybersécurité est un élément, ça ne fait pas partie en fait des objectifs d'un utilisateur. Donc, Ouais, non. le fait Plus une d'avoir contrainte. une cybersécurité voilà, qui est vécue comme une contrainte,
En fait, il faut arriver à faire une cybersécurité qui adopte aussi le point de vue de l'utilisateur, parce que des systèmes ne peuvent pas être secure s'ils ne sont pas faciles d'usage, typiquement. Et c'est souvent, ces systèmes sont souvent vus comme rebutants d'une manière générale. Faut enlever les frictions. Voilà, il y a beaucoup de frictions. C'est exactement je pense, le terme qu'il faut employer. Et je pense qu'il y a beaucoup d'avenir aussi à travailler sur des sujets comme cela. Je pense que aussi le product design va probablement s'intégrer de plus en plus avec le product management. Il y a une sorte de convergence assez naturelle d'ailleurs. Est-ce que finalement les designers vont pas finir par devenir des product managers? Ça, c'est une question qui est souvent posée. La question off, tu l'as utilisée. Voilà, à juste titre. Moi, je pense quand même que le product management, c'est une pratique qui est très difficile. Ça requiert vraiment des très grosses responsabilités sur le produit, même sur la direction que prend une entreprise. Même si les designers savent bien sûr être très stratégiques, je pense que on a besoin du product trio à minima pour arriver à bien traiter tous les sujets. Et pour moi, le product trio, oui, fait aussi partie des choses d'avenir, je pense, pour Saint-Gobain en particulier, où on n'a pas encore complètement calé cette dynamique. Je l'ai vu à l'œuvre chez Botify, et ce sont des choses qui peuvent être extrêmement puissantes. Et à mon avis, cette perméabilité aussi que le design peut avoir avec les autres pratiques peut générer justement beaucoup d'impact. Excellent, trop chouette de finir là-dessus. Est-ce que tu as un mot pour la fin à partager, un sujet qu'on n'aurait pas évoqué? Je pense que c'est difficile de faire le tour du product management, du design. On est sur des pratiques qui se renouvellent, qui traversent en fait des étapes. Moi, ça fait maintenant déjà à peu près 24 ans que je travaille dans ce domaine. Le produit, pour moi, a été une étape dans mon parcours. Et je pense que c'est toujours intéressant de remettre régulièrement en question un peu ces statu quo, de re-questionner ces pratiques, de reprendre de la distance et voilà, de ne pas se laisser avoir non plus par les choses qui sont tendances dans le moment. Mais je pense que le product management est une pratique qui est là pour rester, un peu comme le design. Et c'est quelque chose qu'on a découvert assez récemment en France. Et je pense qu'il y a beaucoup d'avenir dans ces pratiques et dans la configuration, l'intégration entre elles des pratiques du design, du product management, de la tech. Et qu'on n'est plus dans un monde tech-oriented maintenant. C'est vrai qu'on a beaucoup en France, culture ingénieur oblige de base. Chouette, merci beaucoup Benoît pour ce temps et tout ce que tu nous as expliqué, c'était très riche. Je tiens personnellement à te remercier quand même pour tout ça et pour cette collaboration qu'on a ensemble, c'est toujours un grand plaisir. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Upvisory et moi-même, nous tenons à votre disposition pour échanger sur le sujet et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!